Bonjour, bienvenue aux rencontres du développement durable. Ce matin en plénière, nous allons aborder le sujet de l'optimisation des ressources. Donc un vaste sujet, avec des intervenants de divers horizons. Nous allons aborder les thèmes de consommation d'énergie, réduction de l'empreinte carbone. Quand tout cela rime avec efficience et performance. Au niveau des intervenants de ce matin, nous avons dans l'ordre Monsieur Ronan Talec du CH de Saint-Lô, ici. Nous avons Monsieur Didier Girard, qui est responsable du service restauration au CH Le Mans. Et nous avons enfin Monsieur Nicolas Touchon, du centre de rééducation de la Chataignerie. Voilà. Donc nous allons commencer. Monsieur Talec, je vous passe la parole. Bien. Bonjour à tous. Merci de nous permettre de témoigner sur l'expérience du centre hospitalier de Saint-Lô en matière d'optimisation énergétique. C'est un sujet récurrent et de plus en plus prégnant depuis plusieurs années à l'hôpital. Et en ce qui concerne notre établissement, à l'image des autres établissements en France, nous connaissons une croissance constante et continue de nos dépenses d'énergie. Et même si en part du budget hospitalier, cela représente une part peu importante, 1,5% des produits de l'hôpital, en valeur absolue, par contre, c'est un poids très lourd, puisque au centre hospitalier de Saint-Lô, ça représente environ 1,5 million d'euros. Donc cette croissance est tout à fait préoccupante. Vous voyez que sur la courbe présentée, les dépenses avaient doublé en 8 ans. Alors face à ce constat, nous avons mis en place un certain nombre d'actions que je vous propose de décrire rapidement. Un des premiers éléments de notre démarche a été d'inscrire dans notre stratégie d'établissement l'efficacité énergétique comme un axe prioritaire. C'est inscrit donc dans notre projet d'établissement, dans le chapitre, je dirais, développement durable. L'hôpital s'engage dans des pratiques éco-responsables et a inscrit clairement l'efficacité énergétique comme un de ses objectifs institutionnels. Deuxièmement, et c'est un point qu'on a souhaité vraiment approfondir, c'est la question de la sensibilisation de tous les professionnels de l'hôpital au service donc de la performance énergétique. Alors il s'agit de sensibiliser en communiquant, en passant de l'information, en communiquant sur nos résultats, mais également en associant les personnels autant que possible à nos démarches, en intégrant cette question de l'énergie, cette question de l'énergie dans leur mission au quotidien. Alors ça, quelques éléments d'illustration. On a désigné en 2013 un manager de l'énergie, un technicien spécialisé qui est chargé de toutes les actions dans le domaine technique, notamment de l'énergie. On a aussi multiplié les formations à l'intention des techniciens, notamment sur la maîtrise de l'énergie. Le service achat également a dans ses objectifs d'améliorer la performance des achats de l'énergie. Et il faut souligner l'action majeure qu'a réalisé le groupement Uniachat au niveau national pour s'inscrire sur le marché dérégulé de l'énergie et qui a bénéficié au centre hospitalier, notamment au nôtre, en matière de résultats économiques.
Et enfin, donc, il y a l'aspect de la sensibilisation de tous nos personnels. Et nous avons, dans ce cadre-là, mené un certain nombre d'actions, et notamment un travail collectif qui nous a amené à produire un guide, un guide de l'hospitalier éco-responsable, donc qui décrit l'ensemble des gestes, des pratiques vertueuses en matière de développement durable et notamment en matière d'économie d'énergie. Nous avons également organisé un certain nombre d'expositions thématiques, et puis nos outils internes, journal interne, newsletter et intranet hospitalier diffusent également de l'information dans ce domaine. Voilà quelques illustrations simplement d'articles qu'on a fait paraître à chaque fois sur des focus particuliers sur l'énergie. Troisièmement, nous souhaitons donc intégrer cet objectif dans toutes nos pratiques professionnelles et en activant tous les leviers possibles. Donc j'évoquais tout à l'heure la question des achats d'énergie, bien sûr, qui est un élément extrêmement important, mais également dans toutes les actions de rénovation du patrimoine ou de maintenance de nos infrastructures. Et dans ce contexte-là, à partir d'un audit énergétique que nous avions réalisé en 2012, on mène un certain nombre d'actions régulièrement sur notre patrimoine immobilier et technique, en intégrant à chaque fois systématiquement une couche sur l'énergie dans nos appels d'offres. Et ça a été le cas notamment dans un projet de rénovation de 3 niveaux du bâtiment principal, pour lequel effectivement on a de façon très approfondie intégré toutes les dispositions possibles pour réduire la consommation énergétique. Dans nos démarches, nous avons souhaité toujours aussi associer ou rechercher des alliés institutionnels. C'est le cas notamment de l'ADEME qui a été sollicité dès le départ de notre réflexion et qui nous a accompagnés à chaque fois que nous les avons sollicités d'ailleurs, à la fois par leurs conseils mais également par leurs aides financières, notamment quand il s'agissait de subventionner des audits de diagnostic sur nos travaux de rénovation par exemple. Nous avons aussi, c'est une approche un peu plus originale, conventionné avec le département de la Manche, donc, notamment pour échanger, partager des expériences, puisque le département est assez avancé dans le domaine du développement durable et dans les économies d'énergie. Donc on a développé une convention avec le département qui avait pour vocation d'échanger sur des pratiques et puis de mettre en commun nos savoir-faire et éventuellement d'organiser ensemble d'ailleurs des manifestations autour de ce sujet. Et enfin, rapidement, avant de terminer, nous souhaitons aussi valoriser nos actions. Hein. Le domaine de l'optimisation énergétique est un domaine qui intéresse au sein de l'hôpital, mais également au-delà de l'hôpital, en dehors des murs de l'hôpital. C'est un sujet d'actualité. Et donc nous valorisons nos actions par la communication interne et en diffusant nos résultats auprès des professionnels de l'hôpital. Mais nous organisons aussi un certain nombre d'actions en dehors de l'hôpital. J'évoquais nos travaux avec le Conseil général de la Manche, mais nous avons aussi d'autres outils de communication, et notamment avec la presse régionale qui s'intéresse à nos travaux. Les premiers résultats en 2014, puisque c'est une action que nous avons initiée en 2012, et vous voyez qu'en 2014, pour la première fois, on voit une inflexion très significative de nos dépenses. Globalement, en 2014, on aura économisé environ 300 000 € en matière de gaz et d'électricité, avec des impacts sur le coût, sur les achats, hein, et des évolutions si significatives en volume, hein, en consommation,
hein. Donc on voit bien que les deux approches sont conjuguées et permettent effectivement d'aboutir à cette tendance qui est extrêmement encourageante pour nous. Alors, je vous présentais tout à l'heure en introduction l'évolution de notre courbe, et c'est pour la première fois en 2014 on a observé cette inflexion de nos dépenses, de la facture énergétique, qui illustre bien le fait que cette optimisation est possible dans les hôpitaux en menant ce type d'action tel que je les ai présenté. Merci. Merci Monsieur Talec. Donc, pour précision, l'hôpital de Saint-Lô a reçu le trophée, je pense hier. Donc c'était hier. Donc le trophée santé durable. Vous avez donc le panneau derrière. Donc pour cette belle action, ce beau retour d'expérience, merci beaucoup. Je vous propose, avant l'intervention de Monsieur Girard, si vous avez des questions, c'est interactif, à chaud, des questions à poser à Monsieur Talec sur ce retour d'expérience. Des réactions aussi. Monsieur, je vais vous donner mon... Bonjour, deux petites questions, enfin une remarque et une question. La question, c'est la rénovation. Ok, est-ce que avant de lancer la rénovation, nonobstant, je suppose que c'est une rénovation de service qui n'était pas forcément liée au développement durable, c'est une rénovation qui... Est-ce que sur l'aspect développement durable et coûts, vous avez calculé un retour sur investissement? Oui, tout à fait. Effectivement, on a parce que le surcoût lié à l'optimisation énergétique était effectivement important. Bon. On a néanmoins souhaité s'engager, puisque pour nous, ça nous apparaissait inévitable d'aller dans cette voie. On l'a mesuré. Alors, on a travaillé avec l'ADEME sur cette question-là. Et il faut savoir aussi, donc on a mesuré l'impact financier de l'optimisation énergétique et de l'exigence d'optimisation. Mais en contrepartie, on a également bénéficié de subventions, puisqu'on a été candidat à l'appel à projet qui s'appelle Défibat 2013, qui est un appel à projet conduit par l'ADEME et le Conseil régional de Basse-Normandie, qui a pour vocation de valoriser les rénovations exemplaires dans le tertiaire. Et on a bénéficié d'une subvention importante qui nous a permis aussi de réduire l'écart de surcoût. Mais en tous les cas, ce qui est clair, c'est que sur cette opération de rénovation, on est en train de travailler sur justement la mesure avant-après. Le gain énergétique est tout à fait considérable, parce qu'on a mesuré à 43% le gain d'énergie sur ces trois étages rénovés. D'accord. Et une petite remarque juste par rapport à la présentation, parce qu'on a un peu tendance, et là pardon, par rapport à UniHA, où on a tendance à un peu comme des cabris à sauter en disant UniHA est le point de salut, il peut y avoir des solutions hors UniHA. C'est juste une petite remarque que je voulais faire. On peut hors UniHA avoir des tarifs meilleurs qu'UniHA. C'est juste une petite parenthèse. Pour nous, en ce qui nous concerne, on est très, très ravis d'avoir adhéré à ce projet et d'avoir rapidement bénéficié de leur savoir-faire et de leur expertise dans le domaine. Bonjour. Moi, j'aimerais que vous m'en disiez un peu plus sur votre convention avec le département de la Manche. Oui, écoutez, j'en ai décrit les grandes lignes. C'est une convention donc entre l'hôpital de Saint-Lô et le département, et qui simplement, partant du constat que nous travaillons sur des démarches communes autour de l'énergie, autour de la mobilité, autour des déchets éventuellement, voilà. Donc en fait, on a souhaité développer une plateforme d'échange et de réflexion commune. Donc, pas un exemple particulier, par exemple, c'est que le département de la Manche disposait d'un savoir-faire en matière de formation à l'éco-conduite pour tous ses agents, pour les chauffeurs du département. Eh bien, ce formateur a également formé les infirmières
qui travaillent dans les unités de HAD ou les chauffeurs du service logistique de l'hôpital. Hein, voilà un exemple particulier, par exemple. D'autres questions? Moi, j'avais une question au niveau des indicateurs que vous avez mis en place au niveau de votre démarche. Aujourd'hui, les indicateurs dans le cadre de l'économie d'énergie électrique, eau, gaz, sont très faciles à mettre en place. Par contre, au niveau des gestes au quotidien, au niveau de toute cette démarche, quels indicateurs vous avez mis en place? Et est-ce que vous avez vraiment des retours de ces bonnes pratiques? C'est vrai que c'est un élément complexe à mesurer. Hein, donc, en l'occurrence, on ne le mesure pas. Il faudrait disposer de dispositifs de mesure au niveau des services de soins pour évaluer l'impact de nos démarches, de nos sensibilisations par unité, par exemple. Ensuite, pour pouvoir améliorer, corriger. Donc, c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est de voir l'impact général de nos actions. On peut mesurer l'impact de l'achat, hein, du coût unitaire de l'énergie. On peut mesurer l'impact de nos travaux de rénovation, je l'évoquais tout à l'heure, l'impact de certains travaux de maintenance. Par contre, sur l'impact des pratiques éco-responsables au quotidien, c'est plus difficile de le mesurer. Et c'est vrai que c'est une réflexion qu'on doit avoir. Ouais. Merci bien. Donc nous allons passer donc au retour d'expérience de Monsieur Girard, Monsieur Didier Girard, donc du CH Le Mans. Donc un retour d'expérience, je pense assez particulier, puisque vous avez reçu le prix l'année dernière. L'an dernier, c'est-à-dire que l'hôpital du Mans, donc je vais d'abord présenter un peu l'hôpital du Mans, donc c'est un établissement de 1700 lits, 1000 lits en MCO et 500 lits en EHPAD, donc sur un budget global de 333 millions d'euros. Donc moi je suis le responsable de la restauration, donc l'ingénieur chargé de la restauration et de l'hôtellerie. Donc une équipe de plus de 100 agents avec un budget de 3,4 millions d'euros, avec un coût de revient de 5,30 € du repas, dont 2,30 € sur le coût alimentaire. Donc le reste, c'est sur les charges, 3 € de charge. Et c'est sur ces charges aussi que j'ai voulu travailler et que j'ai mené avec mon équipe depuis 2010 un projet de service sur 14 actions du développement durable. Alors je voudrais m'excuser parce que j'avais une présentation sous forme d'arbre de mes 14 actions. Malheureusement, on dit toujours que c'est la faute du secrétariat, et c'est vrai, malheureusement, je n'ai pas fait attention hier et je n'ai pas le bon document. J'ai un autre document, mais ce n'est pas le bon arbre. Alors, donc, si vous souhaitez le document, je pourrais vous le laisser parce que j'ai quelques photocopies, mais je vais pouvoir vous donner les 14 actions qui sont menées depuis 2010 sur l'ensemble du service de restauration. Donc on a mené des actions qui étaient simples, puisque moi j'attache beaucoup qu'on ait des projets de service qui soient concrets et qui puissent aussi aboutir sur des résultats, des indicateurs, et qui puissent aussi être parlants pour le personnel. Rien de plus désagréable de mener des projets et en fin de compte on s'aperçoit qu'ils sont décidés aussi par le chef de service ou l'encadrement et à un moment donné les agents sont déconnectés. Donc ils doivent aussi avoir à un moment donné une réponse, un retour de leurs actes de travail ou de leur mission ou en fonction de leur profil de poste. Donc on a mené une première action qui était sur les consommations d'eau. On s'était aperçu que lorsqu'on entretient les équipements de cuisson dans une grande cuisine centrale qui fait 5000 repas par jour, eh bien, à un moment donné, on ne fait pas attention à ces consommations d'eau. Donc on avait souhaité de mener un premier objectif de réduire de 20 à 40% la consommation d'eau sur l'entretien du matériel. Deuxième action était de mener une action sur les produits lessiviels, puisque nous avons aussi un plan de maîtrise sanitaire et nous devons avoir à nos dispositions des produits dégraissants, désinfectants, fongicides, virucides, etc. Donc à un moment donné, l'ensemble de ces produits ne sont pas laissés au libre choix du personnel, mais doivent respecter aussi des protocoles, doivent respecter des dosages. Donc les dosages sont aussi choisis en fonction d'appels d'offres, de critères de pondération sur l'achat de ces produits. Et à un moment donné, sont mis à disposition du personnel avec des doseurs. Et donc, ils doivent respecter ces dosages. Et dans ce cadre-là, lorsqu'on respecte les dosages, eh bien, on respecte aussi les rejets au niveau du réseau de l'hôpital. Donc, deuxième action qui était sur le personnel au niveau de la réduction des rejets des produits lessiviels. Ensuite, on a travaillé aussi sur une autre action qui était sur l'usage unique, puisque l'hôpital du Mans
avait fait un choix de traiter l'usage unique partagé sur son repas, c'est-à-dire l'usage unique pour simplement le hors-d'œuvre fromage dessert et garder l'assiette porcelaine pour le plat protidique. Et dans ce choix, le plateau est fait en cuisine centrale. Donc on a souhaité aussi sur le restaurant passer en vaisselle porcelaine et on a supprimé certaines présentations qui avaient été faites lorsqu'on a fait un regard plus précis. Certains fruits étaient présentés dans des petites coupelles en plastique, donc on a remis les fruits dans des corbeilles. On a tracé, en fin de compte, pour le client, on met les étiquetages aussi des fruits, on sait quelle est l'origine, la variété. En ce moment, si on a des cerises comme cette semaine, on a du burla, donc on explique si on est aussi dans une démarche de circuit court par rapport à notre démarche d'achat. Même si on est dans le cadre du achat, on est aussi maître de nos commandes et de nos arrivages, de nos livraisons, notre quantité. Et on descend aussi très bas, par exemple, sur les arrivages de fruits frais. Donc on doit savoir si on a en ce moment une gariguette, voilà, ou si on a une fraise d'Espagne. Donc tout ça, c'est affiché aussi dans le cadre du développement durable et de la communication auprès du personnel. Et aujourd'hui, dans des corbeilles de fruits, malheureusement pas pour des fraises, on les met dans des petits raviers porcelaine, mais tous les autres fruits des 4 saisons, on dirait les oranges, les pommes, les bananes, etc., sont des corbeilles. Ensuite, on a travaillé aussi dans une autre action auprès de mon secrétariat, puisque j'ai un service avec différents techniciens. Donc on a beaucoup de réseaux informatiques. Donc on a travaillé aussi sur les imprimantes du service. Donc on a en fin de compte mis en place une imprimante, un photocopieur centralisé, où on envoie directement sur ce photocopieur nos impressions. On a supprimé en tout une dizaine d'imprimantes qui étaient rattachées à différents cadres. Et donc sauf moi, j'ai gardé une imprimante pour des dossiers un peu particuliers que j'édite, voilà, mais autrement, on a centralisé aussi, ce qui nous a permis les économies, de passer aussi avec cette économie, d'avoir une imprimante couleur pour certaines éditions du service, donc des transferts de crédit dans le cadre de cette action. Donc on a aussi rationalisé les impressions, puisque à un moment donné, j'ai demandé qu'on puisse faire plus de recto-verso et pas simplement que du recto dans les actions qui ont été menées. Ensuite, on est passé sur un autre plan d'action, puisque je parle depuis 2010. On a travaillé sur la rénovation du restaurant du personnel en mettant en place une démarche HQE pour la laverie. Les 14 points de la démarche HQE ont été traités, ce qui fait qu'à un moment donné, on a pu arriver à avoir une vision globale, puisqu'il y a des compteurs sur les machines, des compteurs sur les produits lessiviels. On a travaillé sur l'acoustique, l'hygrométrie, donc ça m'a permis de faire réduire déjà de 15% à 3% l'absentéisme, donc une action quand même sociale importante auprès du service, et qui me permet de dire aujourd'hui que le coût de revient du repas dans son entretien dans un restaurant est aujourd'hui à hauteur de 15 centimes. Donc je fais tous les jours 1200, 1300 clients, et le coût d'entretien, lessiviel, fonctionnement de la laverie est 15 centimes dans le coût de fonctionnement, qui n'est pas un coût alimentaire, mais un coût de fonctionnement dans mes charges pour le restaurant du personnel. Et en même temps, quand on démarche une démarche HQE, en même temps, on traite aussi beaucoup les conditions de travail du personnel. Et c'est des leviers importants ensuite en relation avec le personnel lorsqu'on a des accidents de travail. Ça permet lorsqu'on traite aussi sur l'ergonomie, par exemple, on traite aussi par contre les TMS. On a une action qui est induite parfois, on ne s'en rend pas compte, mais en fin de compte, sur la durée, on voit que l'absentéisme chute et que les accidents de travail chutent. Ensuite, on a travaillé sur la mise en place de produits issus de l'agriculture biologique. Donc, soit on est sur du bio, soit on est aussi aujourd'hui sur du label, soit on est sur des produits fermiers. Donc, tout ça, ça fait partie des cahiers des charges et des cahiers des charges, l'analyse du besoin, c'est-à-dire c'est qu'est-ce que le besoin, quels sont les clients de l'hôpital, quels sont les consommateurs, en fonction des pathologies, en fonction des régimes, en fonction des apports nutritionnels. Eh bien, on traite l'ensemble de ces critères dans des cahiers des charges avant de faire le choix du fournisseur. Donc action sur le développement durable et sur les produits bio, labels et les produits fermiers. Ensuite, on a travaillé sur les emballages, c'est-à-dire aussi tous les emballages de la cuisine sont récupérés, que ce soit le carton, quelques caissettes en bois, le plastique, tous les contenants du sel sont récupérés, les canettes, le pain. Le pain est une action qui a été traitée avec l'association Pain contre la faim. Donc il récupère le pain qui n'est pas consommé dans les restaurants et dans les unités de soins, et ce pain est redistribué à une association qui font travailler des agents qui sont dans du handicap au travail, je crois, ou de la réinsertion au travail, qui permettent de valoriser ce pain qu'ils vendent pour rémunérer leur personnel, et en même temps ce pain sert à l'alimentation, il sera grillé pour le bétail. Une autre action donc sur la récupération du pain. On est vigilant aussi sur nos achats de poissons par rapport à la pêche internationale. À un moment donné, on doit savoir
quels sont les axes aussi. Donc ça, c'est les discussions avec nos fournisseurs sur planification des poissons dans les menus afin d'éviter de consommer des espèces les plus menacées. J'ai parlé du tri sélectif. Une autre action aussi un peu transversale sur le service, c'est le chauffage, la lumière, pourquoi on reste allumé, les couloirs, les bureaux, quand tout le monde s'en va à un moment donné, et c'est le chef de service qui parle le dernier qu'il faut qu'il est obligé d'éteindre et de fermer les fenêtres. Donc on a fait une action qui paraît parfois simple, mais qui est quand même beaucoup plus complexe pour la faire respecter sur l'ensemble du service. Mais quand on le met en indicateur, on le met en action de travail, eh bien, permet aussi d'avoir sur la durée des changements de comportement au niveau du personnel. J'arrive maintenant sur la grande action qui a été reconnue l'an dernier dans le développement durable, c'est-à-dire de récupérer nos surplus de repas, du dîner, et de les mettre à disposition d'une association caritative. Et tous les soirs depuis 2013, on nourrit entre 30 et 40 personnes qui sont malheureusement dans le besoin, qui sont en situation d'urgence. Donc c'est récupéré par une association qui nous a permis d'ouvrir le premier restaurant solidaire dans le cœur de la ville. Et tous les soirs, on nourrit du lundi au vendredi entre 30 et 40 personnes, puisque ces surplus étaient jetés dans le cadre de la sécurité alimentaire. Mais la sécurité ne voulait pas dire qu'un repas qui était donné à 19h, un surplus ne peut pas non plus être consommé à 8h, à 21h. Donc on avait encore, par rapport à nos DLC, encore un certain nombre d'heures où le produit pouvait être distribué, mais qui ne pouvait pas forcément être consommé le lendemain. Donc l'ensemble de cette étude pendant un an permet aujourd'hui de nourrir, et c'est ce qui a été reconnu l'an dernier dans le cadre du développement durable, du prix Trophée Santé Durable. Et pour finir, il y avait aussi des restes alimentaires donc, qui étaient sur les restaurants. Et aujourd'hui, ils sont redonnés, au lieu de les jeter, les brûler, et c'était un coût aussi pour la collectivité au niveau de l'usine d'incinération. Eh bien, il y a 14 tonnes de produits qui repartent aujourd'hui des restaurants, qui sont des déchets secs, c'est-à-dire des restes de hors-d'œuvre, de viande, de légumes, qui ne peuvent pas retourner dans le circuit de l'alimentation et qui sont donnés à la LDA, Ligue Défense des Animaux, et ils refont des pâtés, ils recueillent cet aliment et ils nourrissent les animaux qui sont à la LDA en situation de fin de vie. Et ce n'est pas la SPA, c'est Ligue Défense des Animaux, qui sont reconnus dans chaque département d'utilité publique. J'arrête parce que je crois que j'ai passé les 14 actions. Ce sont des actions qui vivent depuis 2010 et qui sont suivies, intégrées dans les organisations au sein du service de la restauration de l'hôpital du Mans. Voilà, merci. Merci Monsieur Girard pour ce retour d'expérience vraiment hors du commun, puisqu'on a l'habitude d'avoir des retours sur les économies d'énergie. Là, on voit une très belle action, en plus sociétale également, avec pas mal d'associations qui ont été impliquées dans cette action. Moi, je trouve que c'est vraiment une belle action. Bravo Monsieur Girard pour cette action. On va passer aux questions. Si vous avez des questions sur ce retour d'expérience, vous pouvez également livrer vos expériences. Je ne sais pas, en matière de restauration. Avez-vous des questions? Non? Aucune question? On va passer donc au retour d'expérience de Monsieur Touchon. Donc à la Châtaigneraie. Donc c'est un retour d'expérience qui est un petit peu plus large, pas mal de points d'action que va développer Monsieur Touchon. Je vous laisse la parole. Merci. Oui, l'idée c'était d'avoir, après 2 présentations qui étaient plutôt ciblées, moi je vais essayer de vous faire une présentation un peu plus large pour présenter la Châtaigneraie. Donc c'est un centre de rééducation qui est basé en Île-de-France, dans le Val d'Oise. Alors on a une taille beaucoup plus petite qu'un centre hospitalier, puisque nous, on est l'équivalent de 100 lits et 15 places en rééducation fonctionnelle. On est 120 salariés sur le site, donc on a des actions qui sont un peu moins d'envergure. Néanmoins, c'est aussi l'intérêt, c'est de montrer qu'on peut faire du développement durable quand on a un budget plus petit, quand on a un établissement plus petit, et qu'on peut en faire un peu dans tous les domaines. Voilà pour la présentation rapide. Donc les contraintes d'un petit établissement, c'est qu'on n'a pas forcément toutes les compétences internes que peuvent avoir les grosses structures. On n'a pas de techniciens, d'ingénieurs développement durable et qu'on a des budgets qui sont limités. Et quand on a commencé notre démarche, c'était début 2010 et puis on a vraiment accéléré dans l'année 2012, on est parti du principe qu'on allait essayer de faire des actions avec 0 budget. Pour montrer aussi qu'on pouvait faire des choses intéressantes sans avoir de gros budget. Donc nous, on est parti de la création d'un groupe de travail qui est le groupe développement durable
Et pour nous lancer dans la démarche, on a réalisé 2 audits. Le premier qui était un audit développement durable. Alors on s'est basé sur des outils qui existaient déjà, le baromètre développement durable en santé, et un outil qui avait été développé par le C2DS, le comité développement durable en santé, pour ceux qui connaissent. Donc ça nous a permis de faire un audit de nos pratiques, de nous donner des indicateurs pour avoir des points de comparaison. Et puis le deuxième audit qui était là un chantier plus important, qui était un audit énergétique du bâtiment, qui nous a permis de lister les grands points à améliorer. Je vais ensuite balayer quelques actions qu'on a mis en place sur la réduction des consommations électriques et le chauffage notamment. On a eu un gros travail de sensibilisation des professionnels et des patients sur les gestes du quotidien. J'insiste bien sur les patients, puisque c'est vrai que nous, on accueille une centaine de patients, à peu près 120 par jour. C'est autant que les salariés. Et nos patients restent dans les chambres à peu près 6 semaines. Donc nous, on considère qu'on a aussi vocation à éduquer les patients, à leur inculquer une certaine démarche. Et donc on a travaillé sur les gestes du quotidien. Par exemple, on observait que les patients ouvraient régulièrement les grandes baies vitrées de leur chambre, mais qui laissaient le radiateur à fond, que quand ils allaient en rééducation, la télé, la radio, la lumière restait allumée. Enfin bon, voilà. Donc on a travaillé sur tous ces gestes du quotidien. On a mis des informations dans le livret d'accueil. On a une petite télé, enfin on a 2 bornes d'information qui diffusent des messages de prévention. On a sensibilisé aussi les professionnels. On a des relais, donc le groupe développement durable, en fait, il y a des référents de chaque service qui participent à ce groupe de travail. Donc ça a été nos relais dans les différents services. On a diffusé de la documentation, on les a vraiment sensibilisés. Et on a observé, alors c'est toujours difficile de mesurer l'impact de cette sensibilisation, mais l'année où on a fait cette grosse campagne de sensibilisation, on a mesuré à peu près une baisse de 2 à 3% des consommations d'électricité et de chauffage. Voilà, c'était quand même pas anodin. On a aussi eu une grosse campagne de travail avec le service technique sur la réduction de la consigne de chauffe du chauffage, puisque dans un centre de rééducation, donc on a des personnes qui ne bougent pas beaucoup, comme à l'hôpital. On avait une consigne de chauffe qui était à 24 degrés. Ça peut paraître énorme, mais c'était énorme. On l'a ramené progressivement parce qu'on a essayé une fois de le baisser beaucoup et les salariés se sont plaints. Mais en 3 ans, aujourd'hui, on est à peu près à 21 degrés en consigne de chauffe, donc on a quand même gagné 3 degrés. Et on s'aperçoit qu'en confort de travail, c'est tout à fait raisonnable. Souvent, en tout cas, on n'a plus besoin d'ouvrir la fenêtre en plein hiver pour aérer. Voilà, donc ça en gain, c'est considérable. La mesure, c'est difficile aussi d'évaluer vraiment l'impact, parce que l'année où on l'a fait, c'était également un hiver assez doux. Bon voilà, mais c'est quand même des choses qui peuvent avoir un impact significatif. On a aussi travaillé avec le service technique sur une meilleure vérification des radiateurs et un meilleur entretien de notre chaudière. Et là aussi, on n'avait pas de maintenance qui était planifiée, on avait des outils qui étaient un peu vieillissants. Donc sans changer complètement nos chaudières, on a amélioré les brûleurs, on a un système de nettoyage plus fréquent, donc on réduit la consommation de fuel. On a aussi mis en place sur tout le plateau technique un système de ventilation double flux. Auparavant, on avait juste une VMC classique. On a installé un système de ventilation double flux sur le plateau technique et on a une roue qui récupère les calories de l'air sortant, donc qui préchauffe l'air entrant. Et puis on a aussi fait passer, alors c'est technique mais c'est pas anodin, une grosse canalisation de l'eau chaude sanitaire qui était juste dans le local à côté. Donc on fait passer une canalisation de l'eau chaude sanitaire dans la canalisation d'air entrant, ce qui permet là aussi de préchauffer l'air qui rentre. Et là, on a réduit l'inconfort pour les salariés et les patients, puisque du coup, on a de l'air qui rentre beaucoup moins froid. Et ça fait aussi un certain nombre d'économies, parce que du coup, l'air qui rentre est moins froid, donc on a besoin de moins de chauffage. Sur les consommations d'eau, donc quelques exemples. On a une balnéothérapie où on doit renouveler régulièrement, on doit faire un apport d'eau neuve quotidien. On a mis en place un système de déchloraminateur, de la déchloramination de l'eau, puisque en fait la chloramine c'est la décomposition du chlore et avec les graisses qu'on peut avoir sur nous, la peau, etc. Du coup, on était obligé, pour avoir des seuils qui étaient corrects, d'avoir un apport d'eau neuve conséquent. On a mis un appareil qui s'appelle un déchloraminateur qui permet de limiter la chloramine, et du coup on a limité l'apport d'eau neuve dans le bassin. On est toujours obligé de faire l'apport d'eau neuve réglementaire, mais nous on était en surconsommation d'eau, on va dire.
Donc on a réduit considérablement, et là c'est de l'ordre de 5 à 10%, en fonction de l'utilisation, de 5 à 10% les besoins d'apport d'eau neuve. On a aussi beaucoup sensibilisé les patients sur le fait de prendre des douches savonnées à l'entrée du bassin. Ça règle les problèmes d'infection et autres agents biologiques, mais ça réduit aussi considérablement le besoin en apport d'eau neuve. Donc ça, c'est quelque chose qui ne coûte rien, la sensibilisation des patients, mais en logistique et en consommation d'eau neuve, c'est conséquent. On a aussi mis en place des relevés quotidiens des consommations d'eau, parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir sur la photo, on est dans un grand parc et on a des bâtiments annexes qui sont connectés par des canalisations souterraines. Et on a régulièrement, parce que c'est un réseau qui est assez vétuste, des fuites d'eau dans le parc. Et en mettant en place ces relevés quotidiens de consommation, on peut détecter beaucoup plus rapidement les fuites dites invisibles qui sont dans les canalisations du parc ou dans les réseaux invisibles, notamment les vides sanitaires. C'est des lieux où on ne va pas forcément tous les jours, mais on s'est aperçu qu'il pouvait y avoir des petites fuites qui engendraient une surconsommation d'eau. Donc ce relevé d'eau nous permet de détecter très rapidement les fuites. On a également en projet, ça c'est plus simple, mais de rénover une grande partie de nos canalisations d'eau pour un peu sécuriser la chose. On a aussi sur le parc une action qui n'était pas anodine. On avait beaucoup de jardinières, de massifs fleuris qu'on arrosait allègrement l'été. Et donc le groupe développement durable a décidé de supprimer les fleurs. Alors c'est peut-être un peu moins joli, mais on consomme beaucoup moins d'eau. Et on a remplacé par des buissons, par des arbustes qui sont tout aussi jolis dans le parc, mais qui consomment beaucoup moins d'eau. Voilà, donc ça c'était une petite action ponctuelle que tout le monde peut faire, mais on a supprimé la plupart des fleurs. Ça peut paraître anodin, mais c'est pas si anodin que ça. On avait eu un gros travail aussi en 2012 sur la consommation de papier qui nous avait valu aussi un trophée développement durable. Là aussi, les actions simples, sensibilisation des professionnels, réduction drastique du nombre de photocopieurs. On avait obtenu à peu près 20 à 30% de réduction de papier en une année. On avait aussi fait un audit des pratiques et des choses simples. Par exemple, quand le patient arrivait, on photocopie systématiquement sa carte d'identité, sa carte vitale. Quand on fait par recto verso, ça fait 4 feuilles de papier. Il y avait une option dans le logiciel patient qui permettait de scanner, numériser le document. Donc on l'a mis en place. Et pour chaque patient qui rentre, c'est 4 feuilles de papier en moins. On avait sensibilisé sur l'impression recto verso. On n'a plus systématiquement une imprimante par bureau. Voilà, des actions simples. Et pour le coup, c'était 20 à 30% de consommation de papier en moins. On voit par contre que l'action, il faut régulièrement sensibiliser les professionnels, revenir sur les pratiques, parce que c'est quelque chose on prend l'habitude quand on en parle beaucoup, et puis avec le temps, on a tendance à perdre les bonnes habitudes. Donc c'est des choses pour maintenir le niveau de consommation, il faut régulièrement revenir sur le sujet. Des choses aussi, notamment sur l'utilisation des produits chimiques qui peuvent avoir un fort impact. On a listé tous les produits chimiques qu'on utilisait dans l'établissement. On a essayé de les rationaliser. On en utilisait en double de certains qui servaient à rien. Donc on a rationalisé, on a changé de produit. Et puis on a aussi dans certains services supprimé l'utilisation des monodoses ou des unidoses et qu'on a remplacé par des centrales de dilution. Comme disait monsieur, on s'aperçoit d'une part qu'on respecte mieux les quantités parce que quand on met une dose, on a tendance parfois à en mettre 2 en se disant que ça va mieux laver, ce qui n'est pas vrai. Donc les centrales de dilution, ça permet de limiter la consommation d'eau, limiter la consommation de produits chimiques, d'être tout aussi efficace. Donc ça, c'est des petites actions aussi, mais l'utilisation de centrales de dilution permet de faire des économies. On avait dans les services, parce qu'on est un petit établissement, des systèmes de désinfection à froid de certains équipements, notamment les piluliers qu'on distribue aux patients. On les faisait tremper dans des produits très chimiques. On a mis en place un lave-vaisselle, c'est simple. Mais du coup, on a supprimé 100% des produits chimiques. Et puis, c'est beaucoup plus rapide. Et en plus, en termes de sécurité, c'est plus sûr. Parce que là, on mettait le produit à tremper. On ne savait pas si ça faisait 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Donc, l'infirmière, après, elle regardait. Là, au moins, dans le lave-vaisselle, on met le cycle de lavage. On sait qu'à la fin, c'est propre. Et puis, c'est un lave-vaisselle vapeur. Donc, on consomme aussi beaucoup moins d'eau qu'un lave-vaisselle classique. On a encore quelques projets. Mais là, c'est des projets plutôt d'envergure. Parce que
L'audit énergétique nous avait montré 2 points de faiblesse. On a un chauffage au fioul, donc une consommation qui augmente. On réfléchit à mettre en place une chaufferie biomasse. Donc là, l'étude d'impact, elle est conséquente. Enfin, le coût est conséquent, c'est ce qui nous freine un peu aujourd'hui, mais on pourrait avoir une réduction de coût de l'ordre de 15 à 20%, un amortissement très rapide, enfin un retour sur investissement de l'ordre de 6 ans à peu près. Donc nous, on planche plutôt sur 7-8, mais le cabinet qui étudie le dossier nous avait annoncé 6 ans. En retravaillant, on est sur 7 ans. Un budget d'1 million d'euros, donc c'est conséquent. Enfin, nous, le budget de l'établissement, c'est 10 millions, donc c'est conséquent. L'ADEME Île-de-France, aujourd'hui, elle a réduit considérablement ses subventions. En tout cas, c'est une piste qu'on étudie sérieusement, la chaudière bois. On a aussi une réflexion sur l'isolation des bâtiments, puisqu'on a une partie du bâtiment qui a été construite, enfin la grande majorité du bâtiment a été construit dans les années 70, et on a une partie, on ne le voit pas sur la photo, mais tout le noyau central du bâtiment, c'est une façade vitrée sans aucune isolation, donc déperdition d'énergie folle. Donc on réfléchit à mettre en place un système de double pot, hein, une seconde façade par-dessus, puisque en fait la dépose de la façade, c'est techniquement impossible. Donc on réfléchit à isoler complètement cette double pot. Et le dernier point, piste de réflexion que vous avez sûrement tous dans vos établissements, mais c'est passer au solaire thermique pour le préchauffage du bassin de balnéo. Et là encore, les estimations, c'est de l'ordre de 5 à 8% de gains. Voilà un peu sur les différentes actions qu'on a pu mener, qui peuvent être autant de pistes de réflexion que vous pouvez avoir. Voilà. Merci Monsieur Touchon. On voit avec ce retour d'expérience qu'il peut y avoir des actions immédiates de mise en place dans les établissements de santé, avec des appropriations également par vos personnels. J'avais une question au niveau justement de cette appropriation. Vous avez mis en place pas mal d'actions au niveau de prestations techniques, maintenance. Je voulais savoir comment s'était approprié votre personnel au niveau de ces actions, au niveau de la maintenance. Est-ce que c'est rentré dans les pratiques? Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce que vous avez mis en place un plan d'action? Alors comme je disais, en fait, les membres du groupe développement durable, on les a formés. Hein, pour une partie, ils sont allés en formation classique. Pour une autre partie, on les a formés en interne. Et ils sont référents, donc responsables de la démarche dans leur propre service. Donc c'était des relais pour nous dans les services. On participe chaque année à la semaine du développement durable. Donc on fait une grande campagne d'affichage, de distribution d'informations. On a un stand en fait. L'avantage, c'est que le plateau technique, c'est une zone où tout le monde passe quasiment dans la journée, tous les patients, la grande majorité des soignants. Donc on met en place un stand à l'entrée du plateau technique. On se relaie en fait les différents membres du groupe développement durable, et on dit, en fait c'est beaucoup de discussions. Voilà, ça c'était pour la partie sensibilisation. Pour le service technique, ça c'est le responsable du service technique qui a eu un gros travail de sensibilisation de ses collègues. Il est parti en formation aussi sur certains sujets. Voilà, c'est lui qui a au quotidien. Alors après, on n'a pas mis en place de guide, de brochure d'accueil. Voilà, c'est sur les messages de prévention. Donc on a 2 bornes d'information. C'est des messages qui circulent en boucle. Je vous remercie. Des questions peut-être sur ce retour d'expérience? Pas de questions? Des réflexions? Réflexion? Retour d'expérience non plus? Moi j'avais une autre question, je me permets. Au niveau du temps de séjour, vous êtes sur des temps de séjour qui sont quand même assez importants sur de la rééducation. Justement, vous disiez cette démarche de livret d'accueil. Est-ce que ça fait partie de vos réflexions de demain? Parce qu'on est comme à la maison, on est sur vous annonciez aujourd'hui 6 semaines, 6 semaines en moyenne de... Oui, voilà. On est sur 1 mois pour les patients qui vivent en ortho ou traumatologie, et on est sur 6 semaines, 2 mois pour des patients en neuro et pour les patients AVC. Voilà, ouais. Et on a certains patients qui ont des séjours itératifs. Hein, par exemple, les patients atteints de sclérose en plaques viennent régulièrement. Donc on a une réflexion, mais là on est parti sur... C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez récent, on n'a pas encore bien concrétisé, mais on a une réflexion notamment avec les diététiciennes et avec une de nos salariés qui est très impliquée personnellement dans la démarche développement durable,
On essaye de réfléchir à la mise en place d'un livret ou d'un guide, mais alors là sur format numérique ou à télécharger sur notre site internet, parce qu'on ne veut pas faire des économies de papier d'un côté pour distribuer des tonnes de brochures de l'autre, mais on réfléchit à avoir un support qui serait le guide de l'éco-citoyen ou l'éco-patient, on ne sait pas encore comment on va l'appeler, mais notamment des conseils diététiques pour limiter le gaspillage alimentaire, les petits gestes du quotidien. Voilà. Et après, on a aussi, par exemple, c'est les agents de services hospitaliers qui passent chaque jour dans les chambres. Et donc là, c'est vrai qu'il faut qu'on poursuive le travail pour qu'elles puissent sensibiliser les patients au quotidien. Mais c'est vrai que nous, on a bien conscience, en tout cas dans le groupe développement durable, c'est un de nos axes de notre stratégie, c'est qu'on a bien conscience que comme on a des patients qui restent là un temps long, on a une vocation d'éducation à la démarche de développement durable. En tout cas, pour nous, on conçoit notre démarche développement durable aussi sur ce champ-là. Je ne sais pas si ça répond à la question. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Une autre question également au niveau du solaire. Donc vous l'aurez entendu, moi je viens plutôt du sud. Donc on a des retours, nous, d'investissements qui sont assez courts dans le sud. Sur la région parisienne, vous avez commencé à faire une simulation justement sur ces retours d'investissement et l'opportunité justement. Oui, alors du coup il y a deux choses, il y a le solaire thermique et puis il y a le photovoltaïque. Alors du coup sur la production d'énergie pure, il y a un retour d'investissement qui est pas valable en tout cas. Sur le solaire thermique c'est possible, ouais. Bah, le cabinet, les études qu'il nous a montrées nous semblent assez cohérentes, assez sérieuses. Le retour sur investissement il est quand même long, beaucoup plus que dans le sud. On était parti sur plus d'une dizaine d'années, je crois 10-12 ans. Voilà. Mais en tout cas, le solaire thermique, c'est possible. Ouais. D'accord. Pas d'autres questions ? Non, moi, je voudrais juste seulement rajouter qu'un projet ne fonctionne que si vraiment il est intégré au niveau des organisations et accepté par le personnel. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un projet qui est listé et qui est envoyé. C'est au quotidien, sur la durée. On n'a jamais gagné à court terme, mais l'objectif en tant que chef de projet, il est devant nous et il faut aller vers l'objectif constamment, il faut le tenir. Et les agents, parfois, c'est vrai que c'est au quotidien. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'à un moment donné, ça s'intègre dans les organisations. Les gens l'ont pris comme une action de travail et après... les comportements changent et on s'aperçoit que lorsqu'on refait des relevés des indicateurs, on voit qu'ils deviennent dans le vert alors qu'ils étaient dans le rouge les années précédentes. Donc ça, c'est au moins important lorsqu'on fait une revue de direction une fois par an et qu'on donne un bilan sur le fonctionnement de son service, de renvoyer une image aussi positive par rapport à l'investissement qu'a pu faire soit l'encadrement ou l'établissement en investissement de coûts, parce que parfois c'est aussi un coût d'investissement et on s'aperçoit qu'ensuite sur l'exploitation, l'établissement s'y retrouve et nous on s'y retrouve aussi en tant que manager et chef de service aussi. Donc ça permet aussi d'avoir des projets qui vivent. Ça c'est important de le dire. Des projets durables. Des projets durables. Je vous remercie. Merci pour votre participation. Merci. Bonne journée à tout le monde. Merci, au revoir.